bonjour, donc je suis Marc de Basquiat, je suis président de l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence. Je suis économiste, ingénieur, et je suis donc en charge de développer cette idée d'un revenu d'existence, revenu universel, qui est effectivement très connu, on en parle beaucoup depuis de nombreuses années maintenant. Et l'AIRE travaille sur cette question depuis bientôt 30 ans. C'est une association qui a été créée par des économistes également, et nous travaillons et nous approfondissons en permanence ce sujet de manière à pouvoir faire avancer la discussion dans le débat français. Dans les points clés de notre réflexion, il y a le fait que nous avons en fait établi 4 principes. Ces 4 principes qui doivent pour nous guider l'instauration de ce mécanisme sont les suivants. Le premier principe, c'est un principe fiscal, disant que le revenu universel, malgré cette notion de revenu, est en fait un mécanisme fiscal. Et notre idée, chacun dans la communauté nationale doit contribuer par la fiscalité à ce mécanisme. Premier principe. Deuxième principe, qui est de dire que dans une communauté nationale, justement, nous estimons que chacun doit se voir garanti 4 droits fondamentaux. L'éducation, la santé, le logement, la subsistance. En France, en termes de santé, en termes d'éducation, il n'y a pas de débat. On a ce qu'il faut en France, c'est organisé, ça marche assez bien. Sur le logement, ça marche moins bien, mais au moins, il y a des choses qui existent. Et sur la subsistance, c'est là qu'il y a des choses un peu curieuses, et le revenu universel permet de répondre à ce besoin de subsistance pour toute la population. Le troisième principe, c'est de dire que nous ne voulons pas que les personnes soient empêchées de travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris, c'est qu'un revenu universel, qui est à un niveau pas très élevé, c'est pas quelque chose, c'est pas la grande vie, hein. C'est le moyen d'assurer sa subsistance, et avec ça, les personnes peuvent être disponibles pour chercher un travail. Quand on n'a pas de quoi se nourrir, on ne peut pas être actif pour trouver un travail. Donc là, nous voulons vraiment que les personnes soient libérées de cette contrainte et puissent s'insérer par leur travail avec une grande liberté. Et le quatrième principe, c'est un principe de sérieux budgétaire, je dirais. C'est que pour nous, si nous mettons en place un revenu universel, c'est une mesure fiscale et qui doit être équilibrée. Il est hors de question que les générations suivantes se trouvent à financer le revenu d'existence de cette année. C'est impossible. Pour nous, c'est vraiment un équilibre budgétaire strict que nous demandons. Le revenu d'existence, malgré son apparente simplicité, le fait de donner de l'argent à tout le monde, c'est très simple, c'est une idée qui paraît extrêmement simple. Néanmoins, c'est une idée qu'on fouille qui est compliquée. Pourquoi compliquée? Parce qu'il s'agit de modifier le système fiscal actuel, il s'agit de modifier les aides actuelles, il s'agit de modifier plein de dispositifs actuels qui sont en général peu compris. Et donc, l'idée, c'est que si on veut vraiment parler de manière sérieuse, ben, il faut y travailler. Et donc, les personnes qui ont vu passer l'idée de manière un peu rapide, qui n'ont pas justement pris ce temps de travailler, de comprendre vraiment ce que ça signifie, ben, souvent restent un peu à des clichés. Et quand on a l'âme un peu à gauche, on peut dire, tiens, ce machin-là que je ne comprends pas très bien, c'est sûrement un truc des libéraux, voilà. Et puis quand on a l'âme plutôt à droite, on dit, bon, finalement, ce truc-là, c'est bizarre, c'est encore une idée des socialistes, des communistes, et tout ce qu'on veut. Donc c'est facile de dire que c'est un truc qui est soit à gauche, soit à droite, parce qu'en réalité, il n'est ni à droite ni à gauche, il est partout. Comme pour paraphraser quelqu'un, on peut dire que c'est en même temps une idée de gauche, du centre et de droite. Vous trouvez dans cette idée des personnes qui viennent avec un fondement philosophique égalitariste, qui disent c'est un moyen de renforcer l'égalité entre les citoyens. D'autres personnes qui viennent avec une idée de liberté, disant grâce à cela, les personnes auront une vraie liberté de choisir leur vie, de faire des choix de vie rationnels. C'est vraiment la liberté qui est leur argument, que ce soit de droite ou de gauche d'ailleurs, peu importe. Et vous avez les personnes qui sont sur la fraternité, qui disent voilà, moi je suis catholique, moi je suis franc-maçon, pour moi la fraternité, que les personnes aient les aides pour vivre, ça me paraît naturel. Moi, je me sens fraternel, frère des autres, et donc je veux les aider. Donc, vous voyez la différence entre les égalitaristes, les libéraux et la fraternité, qui fait qu'on a effectivement une très très grande diversité des personnes qui s'intéressent au sujet, ce qui rend les choses un peu compliquées quand il s'agit de se mettre d'accord sur un programme précis. Alors, s'il s'agit de distribuer de l'argent à toute la population, on parle de 65 millions d'habitants en France, c'est un budget extrêmement important. Donc, traiter du fait qu'on distribue de l'argent sans se poser la question de d'où vient l'argent, c'est quelque chose qui serait, d'un point de vue économiste, une question un peu surprenante. Donc évidemment,
dans cette question d'un revenu universel, il y a d'abord, et j'insiste bien là-dessus, le fait qu'il faut trouver de l'argent. D'où vient l'argent? Eh bien, c'est par la fiscalité. Et donc, pour mettre en place un revenu universel, forcément, il faut faire ceci par une réforme fiscale. Une réforme fiscale majeure. Et c'est de ça qu'on peut parler plus en détail. La réforme fiscale dont je parle, en fait, elle va se construire à partir d'une compréhension de l'impôt sur le revenu actuel. L'impôt sur le revenu, comme nous le savons, c'est un impôt progressif. Cet impôt progressif, qui est quasiment le seul dans ce cas en France, c'est vraiment un objet assez particulier. Cet impôt progressif fait que, sur les premières tranches, l'impôt est zéro. Le taux est zéro, donc les personnes ne payent pas d'impôt. Ensuite, il y a une première tranche à 14%, une deuxième tranche à 30%, ensuite une quatrième tranche à 41% et une dernière à 45%. C'est progressif. La majeure partie de la population, 57% de la population, ne paye pas d'impôt. 57% ne payent pas. Mais les tranches suivantes, la plus importante, c'est la tranche 3. La tranche 3 à 30%, qui est finalement la tranche qui ramène le maximum d'argent. C'est vraiment cette tranche 3 qui est très largement la plus importante dans la production fiscale. Et cette tranche 3, quand on l'examine un peu attentivement, et quand on voit sur la courbe, elle est sur un segment de droite. Ce segment de droite, c'est pour les matheux que je dis ça, ce segment de droite, si on imaginait de la prolonger, on serait sur une droite dont l'équation mathématique est Y est égale à 471 € par mois, moins 30% des revenus. Ce qui veut dire que dans l'impôt sur le revenu, de manière assez logique d'ailleurs, on a déjà 471 € par adulte, parce que quand on est un couple, c'est le double, qui est déjà inclus dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Et donc, si on mettait en place 471 € que l'on donne à tout le monde et on prélève 30% de tous les revenus, ce serait quasiment équivalent à notre impôt sur le revenu actuel. Donc, les 471 €, on peut appeler ça revenu universel, revenu d'existence, et on met en place un impôt de 30% sur tous les revenus. Donc, il y a une équivalence entre le calcul actuel de l'impôt progressif et notre proposition, qui est effectivement un revenu universel de l'ordre de 500 € et un impôt qui est de l'ordre de 30%. Alors, l'idée d'expérimenter, c'est une idée qui a été utilisée, qui a été promue plutôt par les sénateurs dans le rapport qu'ils ont publié donc en fin 2016. Ce rapport très intéressant, effectivement, nous explique qu'avant de mettre en place un revenu universel, qui est une grosse réforme, il faut tester. Ça a du sens. Néanmoins, tester une réforme fiscale, c'est strictement impossible. Une réforme fiscale, ça se fait ou ça ne se fait pas. On ne peut pas la tester. Parce qu'une réforme fiscale, les gens vont payer, donc on peut dire, tiens, vous qui habitez à tel endroit, à Périgueux, vous allez payer plus parce que vous êtes dans la réforme, ou vous allez payer moins parce que ce n'est pas possible, c'est interdit. Et donc, on ne peut pas tester vraiment un revenu universel de manière sérieuse. Et donc, c'est pour ça que toutes les propositions d'expérimentation locale ont un peu cette difficulté. C'est qu'on va tester quelque chose qui ne peut pas être le revenu universel, mais qui est un dispositif un peu boiteux. On va tester des trucs pour peut-être vérifier des choses. Bon. Et en tout cas, qui ne sera pas financé. Donc c'est forcément de l'argent qui vient de l'État pour tester quelque chose. Et toutes les fois où ceci a été fait partout dans le monde, à chaque fois, ça n'a jamais été prolongé. Ça n'a jamais été généralisé parce que le dispositif était trop éloigné de la solution cible. Du coup, ce que nous préconisons, nous, plutôt, c'est plutôt de faire des réformes progressives, disant, voilà, nous allons attaquer un petit sujet, résoudre celui-ci, un autre petit sujet, le résoudre. Et donc, c'est une série de réformes petites, progressives, qui arrivera un jour à un revenu universel. Mais c'est très progressif. Et dans les réformes que nous imaginons, celle que nous pourrions commencer dès maintenant, c'est la réforme pour l'aide aux enfants. La politique familiale, la redistribution monétaire pour les enfants, aujourd'hui, se fait avec 10 mécanismes. 10 mécanismes qui sont tous très compliqués, qui génèrent beaucoup d'effets de seuil, beaucoup d'anomalies, beaucoup de trucs bizarres. Et donc, la proposition, c'est de mettre en place une solution qui est un revenu universel par enfant et en supprimant les 10 mécanismes précédents. Cette réforme est déjà assez conséquente. Supprimer 10 mécanismes fiscaux, sociaux, familiaux, c'est déjà très compliqué.
Néanmoins, c'est un moyen d'avancer vers un revenu universel plus tard, parce qu'il y a d'autres réformes qu'il faut faire aussi pour arriver un jour à un revenu universel. Sur la partie familiale, donc là je vous dis qu'on pourrait commencer comme ça. Pourquoi ça nous paraît prioritaire? Parce qu'effectivement, les 10 mécanismes actuels génèrent une redistribution qui est tout à fait étrange. Pour les personnes qui ont très peu de revenus, qui sont au RSA, on va dire, le RSA est augmenté du fait qu'il y ait des enfants. Donc il y a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, voilà. Sur les différentes courbes, on a des montants qui sont plus ou moins élevés. Ça, c'est sur la gauche du graphique. Et pour les familles qui ont des revenus plus conséquents, sur la droite du graphique, vous avez effectivement des montants d'aide par enfant qui sont différenciés. Donc un enfant, 2 enfants, 3 enfants, vous avez des montants qui sont différents. Et au milieu, pour les classes moyennes, vous avez quelque chose d'assez étonnant, c'est que les niveaux d'aide par enfant sont extrêmement différents. L'aide peut être de 0 € par mois, vous pouvez aller jusqu'à 380 € par mois dans certains cas. Et donc cette incohérence de aides pour les enfants au niveau des classes moyennes est quelque chose qui est quand même assez troublant. Tous les politiques ont conscience qu'il y a un problème par rapport à ça, mais par contre, pour défaire un plat de spaghetti pareil, c'est assez compliqué. Ce qui est certain, c'est que les citoyens ont un rôle majeur à jouer. Personnellement, je suis un démocrate tout à fait convaincu, et pour moi, la démocratie ne fonctionne que lorsque les citoyens s'impliquent. Donc c'est à nous tous, de faire le travail. N'attendons pas que les politiques fassent ce travail, ils ne peuvent le faire que si les citoyens sont impliqués. Si les citoyens ne s'impliquent pas, aucun politique ne peut aller faire quelque chose tout seul, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment un effort à faire collectivement, de manière à vraiment comprendre comment tous ces mécanismes fonctionnent et comprendre où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc il faut être proactif, effectivement. Comment le faire? Je pense qu'il faut se méfier un peu des slogans, des idées faciles, des raccourcis qui sont souvent des impasses. Donc il faut vraiment travailler. Je suis désolé de vous dire ça. Je pense qu'il faut travailler pour vraiment comprendre quelle est la réalité de cette belle idée d'un revenu universel pour proposer, voilà, expliquer que c'est fiscal, que c'est compliqué, que c'est par étapes, que c'est progressif et que ça vaut le coup de se lancer là-dedans parce que ça va vraiment nous guider vers une France qui fonctionnera mieux parce que les gens auront la liberté de travailler de manière adaptée à leurs besoins, à leurs compétences et les personnes pourront du coup vivre collectivement de manière plus harmonieuse. Donc c'est une belle idée, je pense que ça vaut le coup, mais effectivement ça demande un travail de chacun pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Alors en 2013, 2012 et 2013, nous avions, avec quelques amis militants de cette idée d'un revenu universel, dans notre grande diversité, nous avions vraiment des attaches très variées entre nous, nous avons décidé de créer le mouvement français pour un revenu de base, que nous avons créé le 2 et 3 mars 2013. La création de ce mouvement, j'en suis très fier, néanmoins ça a été très compliqué parce qu'effectivement, avec la grande diversité, les échanges étaient parfois assez violents, disons-le très honnêtement, et donc c'était vraiment difficile. Néanmoins, je crois que le MFRB, le Mouvement français pour un revenu de base, joue bien son rôle d'être militant, d'aller voir les gens, d'expliquer, de faire la pédagogie de la chose, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc oui, nous sommes différents, nous avons tous nos convictions et nos idées, mais néanmoins, quand il s'agit de mettre en place une solution qui fera avancer le pays de manière globale, je pense qu'on peut vraiment travailler tous ensemble.